vous retrouver dans l'after. On va débriefer le résultat de la soirée. Enfin, si on peut parler de résultat, la correction infligée par l'AS Monaco à l'Olympique de Marseille. Victoire 6-1 de l'ASM dans l'affiche de la 4e journée de Ligue 1. Aujourd'hui, Guingamp s'est imposé 2-0 face à Strasbourg. Angers a fait match nul face à Lille, un but partout. Et puis l'une des infos de la soirée aussi, c'est Kylian Mbappé qui est en partance du côté du Paris Saint-Germain. Transfert autour de 180 millions d'euros, pas mal alors vous voyez bien sûr les résultats de cette 4e journée de Ligue 1 et Monaco qui du coup rejoint le Paris Saint-Germain en tête du classement, les deux seules équipes qui après 4 journées comptent 4 victoires. Ce soir avec nous dans l'after, il est de retour, Flo Gautreau. Salut à tous, c'est Nico, ça va. Ravi de te retrouver. C'est pour toi que Monaco a joué ce soir. Bien sûr. Pense, ouais. Une petite dédicace, comme ça. Dédicace tennis et foot. Daniel Riolo est avec nous aussi. Salut Daniel. Salut les amis. Ça va Daniel? Très bien. Tout va bien, on va donc débriefer bien entendu l'affiche de cette soirée entre Monaco et Marseille et puis donc le transfert en vue de Kylian Mbappé du côté du Paris Saint-Germain. Il y a aussi du volley ce soir, championnat d'Europe de la 2e journée de la phase de groupe du premier tour même. L'équipe de France affronte les Pays-Bas. Timothée, où en est l'équipe de France qui allait mal tout à l'heure Eh bien l'équipe de France est un peu mieux dans ce 4e set, mené 2-7-1. On le rappelle, ils ont pris le premier set, ils ont perdu le deuxième et le troisième. Ils mènent 11-8. Alors Ervin Ngapet ne change pas tout parce qu'on a 80% d'Ervin Ngapet, très clairement il n'est pas à son meilleur niveau, mais il amène un petit peu de méchanceté, un petit peu de vice dans le jeu de cette équipe de France. 11-8, donc on rappelle que les Français s'étaient inclinés lors du match d'ouverture, qu'ils doivent l'emporter aujourd'hui pour se qualifier en étant 2e ou 3e de leur groupe pour les barrages. En cas de défaite ce soir, tout ne serait pas perdu, ils pourraient encore accrocher la 3e place demain face à la Turquie, mais on espère ne pas en arriver là. Merci beaucoup et on rappelle le principal résultat de la soirée, l'AS Monaco qui s'est imposé 6-1 face à l'Olympique de Marseille. Comme chaque soir, le plus important, c'est les 3 points. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Les 3 points de Flo Gautreau. Honneur à toi qui es de retour, Flo. Bah écoute, j'ai vu un tweet de Daniel avant le match et en fait, presque tout était dit dès la compo, c'est-à-dire que Garcia est hors sujet sur ce match et c'est pas la première fois et il est hors sujet dans la compo. Je dis pas que Marseille n'aurait pas perdu avec une compo différente, mais en tout cas là on peut dire que le coach a précipité la défaite de son équipe. Et c'est pas la première fois contre les grosses équipes, hormis le fameux bus qui était totalement atypique contre le PSG lors de son premier match. Bon, on va y revenir. Bref, c'est aussi la faillite de Garcia. Monaco, bien, mais Monaco qui marque 5 buts, je crois, sur coup de pied arrêté. C'est pas un mais je veux dire par là, ça a souligné parce qu'ils ont une force terrible là-dessus. On a vu les faiblesses de l'OM aussi, mais enfin, c'est assez étonnant de voir ça également. C'est un jeu un peu différent quand même d'une année sur l'autre. Et puis je voulais parler d'Arsenal parce que voilà, à la fois pour Arsenal et pour Liverpool d'ailleurs. Parce qu'il y a une attaque de feu du côté de Liverpool, puis Arsenal qui repart pour une saison, enfin, on a l'impression qu'ils repartent pour une saison galère. Ils ont souffert cet après-midi. Je suis pas sûr qu'on ait le temps en fait. Pas grave, je l'aurais dit comme ça, ce sera fait. On en parlera demain. On en parlera demain dans l'after. Et on te citera. Non, mais je serai là demain. Ah bah oui. Alors les 3 points de Daniel. Mon premier point sur ce Monaco qui est quand même sans forcer, assez éblouissant. J'entends toujours que Paris va écraser la Ligue 1. Eh bien, je n'y crois pas, parce que je crois que Monaco sera aussi fort que l'année dernière. Ils ont perdu des joueurs, d'autres sont arrivés et sont déjà très forts. Et ça me permet d'aller sur mon deuxième point, sur le génial Leonardo Jardim, parce que lui, il bonifie les joueurs. Ronny Lopez, ça fait un petit moment qu'on voit que ce joueur a du ballon. Très jeune joueur qui a été baladé un petit peu à droite à gauche. À un moment, on ne savait même plus dans quel club il était vraiment. Mais c'est un monégasque, même quand il était prêté. Et là, eh bien, je suis sûr que Jardim va en faire un super joueur, un successeur de Bernardo Silva. Tout ce que fait Jardim est clair, net, ça marche. À travers Jardim, j'ai aussi envie de féliciter le club, parce que son recrutement a été bon déjà, et va l'être encore, parce que Mbappé va partir. Peut-être aussi Fabinho, mais que je n'en doute pas. Des joueurs vont arriver. Vadim a toujours près de lui Jorge Mendes qui va lui refiler 2-3 bons conseils de recrutement. Qui va déjà essayer de lui vendre Fabinho. Mais... Oui, une fois que Fabinho sera parti, peut-être d'autres joueurs pas très loin de Mendes vont venir renforcer l'effectif monégasque. Et je n'en doute pas, ça va continuer à tourner à Monaco cette saison, j'en suis sûr. Le troisième point, c'est sur l'OM.
On pourrait taper sur les dirigeants qui ont fait 1000 promesses et qu'on ne voit toujours pas. Est-ce qu'elles sont retenues un jour ? Tout a été fait un peu à l'envers dans cette communication depuis le départ sur l'argent qui devait être investi. Flo, t'en avais parlé un peu dès le départ de ces promesses-là. Moi, j'avais parlé de la com, surtout. De la com, exactement. C'est ce que qu'on a j'allais surtout dire. l'impression que c'est un problème de communication, vraiment. Oui, mais non, mais enfin, au bout d'un moment, la com seule n'est pas un problème parce qu'après, il y a les actes. Il y a d'abord ce que tu dis. Flo avait tout de suite dit, à moins qu'à son avis, il ne fallait pas faire comme ça. Mais quand derrière, en plus, les actes ne correspondent pas à ce que tu as dit, quand en plus, tu continues avec des petites phrases. La com, la tisane, au milieu de l'été. Alors ça, je ne sais pas si tu te souviens de ce truc. Non, c'est pas au milieu de l'été, c'était avant les vacances. Parce que je ne sais pas si tu te souviens, on était là et on avait dit, ça, c'est le genre de blague un peu drôle comme ça quand tu l'entends, mais qui si jamais, faut assumer derrière. Si jamais, moi, ce soir, ça tourne pas trop, j'avais dit ça va lui retomber sur la tronche. Si tu savais sur le hashtag RMC Live le nombre de vannes qu'il y a eu à ce sujet. Moi, je voulais vous ça, dire on l'avait tout de suite dit. Je me suis mis à la tisane tout l'été, puisque moi j'avais dit encore en début d'été, dans l'after de l'été, que si l'OM ne recrutait pas plus par rapport à ce qu'ils avaient dit, ce serait moyen. On m'a dit, voilà, tu craches sur l'OM, tu craches. Non, je crache pas sur l'OM. Et moi j'ai bu de la tisane, j'ai attendu, j'ai rien vu venir. Ils ont une équipe qui est déséquilibrée. Et un entraîneur qui ne sait pas ce qu'il doit faire. Donc, alors pour terminer sur l'OM, même si on ne va pas aller dans les poches de McCourt, je dis ok, tu l'as pas l'oseille, ou tu veux pas le dépenser l'oseille, ou tu n'as pas pris les bonnes personnes pour recruter, mais tu as une équipe. Paris et Monaco, c'est trop fort pour toi. On est d'accord. Il a quand même mis un peu d'oseille, McCourt. Il en a mis, exact. Mais avec ce que tu as, jamais tu peux proposer un tel spectacle. Propose autre chose. Les supporters marseillais, ils vont accepter sans problème que Paris et Monaco dominent parce qu'ils ont 2 fois plus de blé. Même ça va, tu sais, les entretenir dans une forme un peu de rancœur. Dire, vous avez le blé, vous avez le blé. Mais pas grave. Si ton équipe, elle a de l'allure, si ton équipe, elle se bat, et si ton équipe, elle joue bien, t'auras la dignité. Le supporter marseillais, il sera digne, il sera fier et pourra continuer avec son orgueil. Mais s'il se fait balader à Ostende, il passe pareil de très mauvais moments contre Donzalé, que tu gagnes tes matchs de championnat, il y a un peu de cul, et que quand le premier gros arrive, il te défroque devant tout le monde et il te colle des fessées, là la dignité, l'orgueil, c'est mort quoi. Parce que tu nous présentes une compo qui est honteuse et tu te fais déglinguer comme ça. Non, là tout ça, ça va pas. Et là, ce soir, tu es obligé de dire, en fait, il n'y a rien qui fonctionne à l'OM en ce moment. Ça, c'est pas bon du tout. Voilà. Alors je vais vous donner mes 3 points à moi. Alors il y avait Rudy Garcia aussi. Alors moi il y a une chose qui m'a un peu choqué quand j'ai vu le 11 de départ, c'est cette défense à 5. Alors, ce qui est un peu inquiétant, c'est que Rudy Garcia, il n'a pas vraiment retenu finalement ce qui s'est passé la saison dernière. Il avait fait la même chose face à Monaco, souvenez-vous. Et il en avait pris 4. Il avait pris 3 fois 4 buts la saison dernière face à Monaco. Il a pris 20 buts contre Monaco. Oh, exactement. À peu près sur les derniers matchs. Alors c'est vrai que j'avais pas fait ce calcul, mais c'est un peu inquiétant. Et je me suis même amusé entre guillemets à regarder tout à l'heure les stats de Garcia. C'était son 261e match dirigé en Ligue 1. C'est la plus lourde défaite de sa carrière en Ligue 1 ce soir, ce 6-1 face à l'AS Monaco. C'est quand même dommage de la faire contre nature dans des gros matchs comme ça, puisque finalement c'est dans les gros matchs qu'on est censé aussi imposer son style. Juste une petite parenthèse sur ce point. Il le fait en plus de manière parfois différente. C'est-à-dire que parfois, contre le PSG en dernier, il prend des risques inconsidérés. Donc c'était pas du tout le côté je mets le but sur le match. Je parle du match retour. Et c'était aussi débile parce que c'était aller dans la gueule du lion. Là, à l'inverse, tu mets une sorte de béton armé derrière. Et au bout d'une minute, tu te le fais déglinguer d'entrée. Au bout d'une minute, c'est terminé, c'est mort. Donc c'est vrai que bon, y a un truc qui va pas. Et il faudrait sortir les stats de Garcia contre les gros. Parce que l'an dernier, ils ont gagné qu'un match contre le top 5, c'était Nice, et Nice qui ne jouait plus à la fin. Ils n'ont rien gagné contre le top 5. Même. Top 6 peut-être. Je te corrige là-dessus. Et n'oublie pas, va plus loin. Regarde même ce qu'ils faisaient à la Roma dans les gros matchs. Que ce soit en Coupe d'Europe, Ligue des Champions, les grosses équipes. Et c'était souvent pas terrible. Alors mon deuxième poste, Jardim. T'as tout dit, Daniel. Voilà, quelqu'un qui sait s'adapter, qui se plaint jamais surtout. Leonardo Jardim. Même quand parfois la communication là aussi est parfois un peu hasardeuse ou balbutiante, on peut penser à certains cas de joueurs qui sont sur le départ ou certains même d'autres qui restent. Et alors surtout Falcao, parce que justement c'est un peu en rapport avec Jardim aussi. Tu disais il est capable de révéler des jeunes joueurs, mais allez voir, voyez le nombre de joueurs aussi qui étaient un peu sur le déclin et qui l'a surlancé. Falcao, il est ce soir meilleur buteur de Ligue 1. Falcao, j'en ai parlé cette semaine, c'est pour ça que je voulais pas le refaire. Mais pour moi, c'est la vraie star de l'équipe. Ouais. Pour moi, c'est la vraie star de l'équipe. Et on est presque en train de retrouver le Falcao époque avant blessure, avant Monaco, avant Atlético, Porto et Atlético. Et je te dis donc, parce qu'on a eu ce débat là sur les grosses blessures,
Je t'ai dit ça de Fekir aussi. Je me suis peut-être trompé sur le délai parce que ça prend du temps. Mais oui, rien. Mais c'est long. Mais quand on dit on ne retrouve jamais totalement. Sur les croisés, même les croisés, je t'avais dit qu'il y a des exemples qui montrent que c'est très compliqué. En revanche, c'est plus long que ce que j'avais dit pour Fekir. C'est plus long que ce que je pensais aussi pour Falcao. Je parle de plus long, non pas de retrouver les terrains, mais je parle vraiment du niveau qu'il avait avant, effectivement. Et là, Falcao, ça n'a pas été qu'une fois, je crois. Et s'il était resté sur le terrain, il aurait marqué un 3e but ce soir, parce que le péno, le péno, il aurait été pour lui. Le péno aurait été pour lui. En tout cas, ça fait 7 buts en 4 journées pour lui, c'est 2 de plus que Cavani. Ça a permis à petit Fabien de marquer pour ses adieux. Et il y a une stat de dingue, 35 matchs à Louis II dans la carrière de Falcao, 33 buts, 6 passes D. Voilà, je pense. On va débriefer du coup cette affiche, ce match entre Monaco et Marseille. Victoire 6-1 ce soir des Monégasques. On vous redonne les buteurs. Falcao 2 fois, Glick, Diakabi, Sidibé, Fabinho, ça c'est pour l'ASM. Cabella, qui est annoncé sur le départ d'ailleurs, du côté de l'OM, qu'on ne veut plus, mais qui n'a pas fait une mauvaise rentrée lui, eh bien il avait réussi à marquer un but pour les Marseillais. Christophe, supporter de l'Olympique de Marseille, nous a appelé au 32-16. Salut Christophe, je te demande même pas comment ça va, parce qu'on imagine que ça va pas. Bonsoir messieurs. Salut. Alors dis-nous Christophe. C'était super. Ce qui est rigolo, c'est qu'on passe par les supporters de l'OM, on doit passer à peu près par le même niveau. C'est qu'on se prend un but, on n'est pas content. 2e but, on marronne. 3e but, on se dit 4e but, on fait finalement qu'on s'en prenne plein, histoire qu'au moins ce soit bien fait une bonne fois pour toutes, quoi. Je pense que là, on est arrivé à ce qu'on pouvait faire au bout de Rudy Garcia, quoi. À partir de quand on va quand même faire un parallèle entre ce qu'a fait Rudy Garcia et ce qu'a fait avant Passy qu'on a flingué, et surtout Mitchell avant. Est-ce que vous avez vu juste quelque chose de mieux dans le jeu de l'OM quand il y a eu une modification entre Mitchell, Passy et Rudy Garcia? Non, absolument pas. Absolument pas. Et on peut parler aussi des moyens qui ont été donnés à Mitchell et Passy par rapport à Rudy Garcia aussi. Oui, non, mais bien sûr. Voilà. Est-ce qu'on va parler aussi de la nonchalance et de la plus mauvaise défense de l'OM de ces 20 dernières années peut-être? Je sais pas. La dernière fois, c'était le 8-0 Lyon, ça doit être 97. Ouais, on est en 2017, 20 ans. Non, mais surtout c'est la plus lourde défaite d'ailleurs de l'OM de son histoire à l'extérieur. Il y a un truc quand même important à souligner sur le recrutement, puisque maintenant, parlons concret. Autant on a compris que l'hiver, même si c'était de la com, moi j'étais d'ailleurs plutôt favorable à des coups comme Payet et autres, parce que tu relançais quelque chose à Marseille, tu remettais du rêve. Et d'ailleurs, en termes de classement, ils ont été 5e, ce qui était quand même par rapport au début de saison un peu inespéré. En revanche, quand tu sais que dès l'an dernier, on dit évidemment il faut des défenseurs, évidemment il faut repenser la charnière centrale, et que tu commences ce recrutement, certes en attirant Luis Gustavo, ce qui est très bien, et en ne recrutant pas, recrutant Ramis, mais bon, tout le monde sait que Rami il a une charrette aussi, quoi. C'est la vérité. Surtout qu'il est fragile, la preuve, il était blessé ce soir. Il n'est pas là. Donc je parle de lui, il n'est même pas là. Et que derrière, qui tu as? En fait, tu es obligé de faire redescendre Sertic en charnière centrale. Enfin, il le fait souvent. Là, en plus, tu avais 3 défenseurs. Bordeaux qui vend Sertic à Marseille, est-ce que c'est pas l'un des plus beaux coups de mercato des 20 dernières années? Peut-être. Ouais. Non, mais attends, il y a un vrai souci. Qui joue défenseur central? Qui peut jouer? Je rappelle Sertic qui vient parce que même agent que Garcia. Oh non! Et comment il s'appelle le petit jeune qui a signé son contrat pro, Camara, qui est défenseur central, que Garcia veut plutôt utiliser apparemment en 6. Mais en gros, il te manque un défenseur central. Même si on considère que Rami est un bon choix, on sait que Rami Rolando. Mais attends, moi je vous pose une question à vous. Est-ce qu'en l'occurrence ce soir, là, après ce 6-1 là, contre Monaco, est-ce que c'est un problème de joueur ou un problème de système? Parce qu'on en revient à ce fameux... que les joueurs, je le redis comme je l'ai dit tout à l'heure, que les joueurs soient moins forts que ceux de Monaco, du PSG, pas de problème, ils ont beaucoup plus de moyens. Ok, très bien. Mais que des joueurs soient pas top, oui, on voit bien où il y a des trous. Mais je suis désolé, si tu prends tout l'effectif, il doit y avoir moyen de déjà beaucoup mieux jouer quand tu joues Ostende, Donzalais, Nantes, Angers et les équipes qui ont été rencontrées avant. Tu dois quand même faire autre chose que la plupart du temps être mangé dans le jeu. Donc, c'est un problème d'entraîneur. On est bien obligé de le dire. Je pense qu'on a été la seule émission ici à avoir émis des réserves très vite quand Garcia est arrivé, alors qu'il y avait un enthousiasme général à voir revenir Garcia. Juste là, je le dis parce qu'un ami, Walid, m'a envoyé cette stat-là. Je ne sais pas s'il y a d'autres entraîneurs dans le monde, ça mériterait d'être regardé de plus près, qui ont pris autant de tartes dans des gros matchs, mais de vraies tartes. Dans les gros, ça circule sur le Bayern Lille 6-1, Bayern Roma 7-1, 6-0, 4-0 le ASM-OM, le 5-1 contre le PSG, là encore 6-1. Il ne doit pas y avoir beaucoup d'entraîneurs qui prennent autant de grosses tartes dans des matchs importants. Donc non, là je pense que la responsabilité de l'entraîneur elle est clairement engagée, de la façon dont il fait jouer l'équipe. L'année dernière, quand il avait fait son méga autocar bus au parc,
c'était passé parce que c'était le premier match et qu'il avait envie de prendre le point qu'il avait obtenu avec énormément de réussite. Je sentais que ça n'était pas juste un one-shot et qu'il y avait derrière de toute façon autre chose. Depuis, on a très peu vu de bons matchs de l'OM et je suis pas sûr qu'on en voit beaucoup avec Rudy Garcia. En tout cas, Abdelhakim sur l'hashtag RMC Live te rejoint. Il manque un bon coach à l'OM. C'est ton avis aussi, Christophe? Le truc, c'est qu'en fait, il faudrait peut-être juste un coach, quoi. Je suis désolé, mais là. Et ça fait même pas un an qu'il est arrivé. Hein. Ça fait même pas un an. Je sais pas si à l'OM il y a eu des coachs qui, en aussi peu de temps, ont réussi à se mettre le peuple à dos. Hein. Mais là, le pire, c'est que le peuple, il est pas à dos, quand même, Daniel. C'est ça le pire. C'est que Mitchell, au bout de 3 mois, on a vu ce que ça donnait, c'était nul. On a dit qu'on le voulait plus, on le voulait plus. Il est relativement épargné. Il est épargné. Bien sûr. Ce soir, oui, mais c'est vrai que jusque-là. Alors Christophe, sache que c'était une question qu'on posait cette semaine parce que énormément d'auditeurs, supporters de l'OM nous appelaient et étaient très critiques. Et je disais, mais est-ce que autour de vous, c'est le sentiment que vous avez globalement? Je n'arrivais en gros, et je n'arrive toujours pas à savoir, si c'est un sentiment qui est, on va dire, majoritaire à Marseille contre Garcia, ou c'est, comme tu dis, plutôt mesuré flot. Ça, je ne sais pas. En tout cas, alors, on a tous ceux qui nous appellent, ils sont... Bien sûr, il y a beaucoup de critiques, mais par exemple, moi j'étais dans le sud cette semaine, et je lisais la Provence, qui est quand même un baromètre. Franchement, pour moi, la Provence n'a jamais été un baromètre. Non, c'est un journal. Mais c'est un journal en plus qui est pro-club. Oui, mais justement, c'est en ça que je voulais dire. C'est bien pour prendre la température. Justement, il donnait la parole à des supporters. Et la vérité, c'est que avant le match, entre les deux matchs de Coupe d'Europe. Mais quand ils choisissent d'épargner, s'ils choisissent de démonter, ils vont démonter, mais s'ils choisissent d'épargner, ils vont rester du côté de. Non, mais là, en l'occurrence, ils suivent quoi? Non, mais ils suivent surtout, ce que je veux dire, c'est qu'ils suivent un peu aussi le peuple marseillais. Et ce que je veux te dire, c'est qu'il n'y a pas, en ce moment, à l'OM, il n'y avait pas, d'ailleurs, il n'y a pas eu de slogan, il n'y a pas eu de truc, alors que le vrai scandale, c'est ce que tu as vu, ce qui est vraiment, ce qui a alerté tout le monde, c'est ce que tu as vu contre Domzalé. Parce que cette équipe-là, c'était un match de Coupe de France. Oui, bien sûr. Enfin, je caricature. C'était un match de Coupe de France. Il y avait de l'inconnu, il y avait un côté un peu bucolique. Oui, et je vais te dire que le match aller et la première mi-temps du match retour, là, je suis surpris qu'il n'y ait pas eu plus de critiques. Ouais, mais franchement, dans ce match-là, j'ai vu parce qu'il faut savoir que Angers, de mémoire, il a fait un peu tourner pour privilégier le match retour, parce qu'il s'est dit quand même, si je me fais taper en Europa League, là, je suis définitivement mort contre une équipe comme ça. Il faut savoir qu'il a fait ça quand même déjà. Il a un peu sacrifié entre guillemets sa compo du match précédent en Ligue 1 pour assurer la qualif. Et comment? Parce qu'elle n'a pas été assurée de manière brillante contre Domzalé. Moi maintenant, pour revenir à Garcia, ce score, là, il lui est imputable. C'est-à-dire que la raclée, elle lui est imputable. Après la défaite contre Monaco, comme tu disais que Monaco, et tu as raison, reste une excellente équipe, ça aurait peut-être rien changé. C'est pour ça que moi, ce que je reproche à Garcia dans cette compo, c'est justement d'être reparti. En gros, il ne sait pas ce qu'il veut faire. Garcia, l'an dernier, contre le PSG, ils font le malin dans la semaine qui précède. Parce que là, ils ont fait quoi, là, Patrice Evra, on y va pour gagner? Ouais, bah voilà, donc que je sache, c'est le capitaine de l'OM, Patrice Evra, non? Non, mais c'est de la com là aussi, non? C'est de la com, enfin bon, on s'en fout. On va à Monaco pour gagner, tu reviens le pantalon aux chevilles avec des rougeurs partout. Il joue même pas, Daniel. Non mais d'accord, mais enfin bon, c'est ton capitaine quand même. Le mec, on y va pour gagner. Il va pas dire on y va pour faire match nul, on y va pour perdre, tu te doutes bien. Surtout que lui, un ancien de Monaco, enfin voilà, il est censé justement avoir une parole forte. C'est de la com, Daniel. Moi, à sa place, je parle pas sur un match comme ça. Ouais, ok, ça c'est autre chose. En fait, il est lucide. Mais tu sais, on en revient à ce que tu disais, Flo, tout à l'heure, autour de Marseille. C'est vrai qu'il y a beaucoup de communication. Ça parle énormément et derrière, c'est pas forcément facile à assumer. C'est ton avis là aussi ou pas, Christophe? Moi, il y a un truc, c'est que je me pose une question, c'est que donc il y a eu le coup de la tisane, il y a eu le coup d'avant, quand même, il y a eu beaucoup quand même d'interviews d'Hérault qui dit cet été, c'est le moment charnière. C'est là où on va envoyer les sous, on va monter une grosse équipe, vous allez voir. Interview de McCourt à Stade 2, février 202017. L'important, c'est le prochain mercato estival. C'est-à-dire que c'est eux qui... Parce qu'on me dit... c'est vrai. Non, mais on me dit, il n'a pas dit qu'il voulait un grand attaquant, c'est la presse qui a dit que les noms qui ont filtré, c'est pas lui. C'est vrai, c'est pas lui qui a dit Giroud, c'est pas lui. Bon, ça, d'accord. N'empêche que... c'est pas peine de prendre les gens pour des cons. Ils ont vendu du rêve. Ils ont même vendu leur campagne d'abonnement avec ce rêve. Après la campagne d'abonnement, comme ça venait pas vite, ils ont dû même mettre la date un peu plus loin, la date de la première tranche. Ils ont dû la retarder un peu. C'est eux qui ont fait ça. C'est pas nous. Et quand après Hérault s'énerve pour la première fois en parlant de tisane pour les supporters et pour les observateurs, d'ailleurs pour les deux, pas seulement pour l'un ou pour l'autre groupe, et c'est pareil. Là, il s'énerve, il s'agace, mais c'est juste parce qu'on analyse
ce qui a été dit et ce qui est fait. Après, pour le reste, c'est dommage parce que par rapport à ce qu'ils avaient fait depuis le départ, c'était pas si mal dans la structure. Ils avaient trouvé leur directeur sportif. Après, on peut discuter de Zubizarreta. Ça, on peut en parler aussi. Hein? Ça, on peut en parler pour l'instant. Ah, Est-ce qu'on peut en parler d'une seule recrue amenée par Zubizarreta? Non, mais t'as raison. Non, pour l'instant, non. Non, mais surtout sur le profil des joueurs. Si c'est pour nous ramener effectivement Rami et Mandanda, t'as pas besoin de Zubizarreta. Non. Ah Bah, bah, d'ailleurs, il n'y a pas eu besoin de lui là-dessus. Pour n'importe qui, Il y a eu besoin du téléphone et de Garcia et des numéros dans sa Donc, mémoire. c'est vrai que bon, Y compris Payet, puisque Payet, c'était sa volonté de rentrer à Marseille. Donc, Ouais, Ça exactement. aussi, j'aimerais juste en parler un petit peu, juste 2 secondes. Donc, pour l'instant, vu que je vais reprendre un peu ce qu'a dit Hérault, parce que vu que c'est monsieur communication, je vais retourner un peu la communication contre lui. Donc, on a dépensé 102 millions depuis le début, donc ça représente une grande partie sur les 15 dernières années, et on a dépensé un quart de ce budget dans un seul joueur qui est Dimitri Payet. Après, on a dépensé entre 8 et 10 millions par joueur, c'est tout. Donc pour l'instant, je vois pas en quoi le projet c'est censé nous amener. Après, moi, il y a un la Coupe truc quand d'Europe ou même. Il y a un truc par rapport à dans la responsabilité quand même de McCourt et donc de la communication sur ces fameuses enveloppes, tu sais, de recrutement. Parce que pour le reste, en dehors de ce mercato hivernal qui était un petit peu publicitaire aussi, pour celui qui est estival. Le rapport qualité-prix, il est pas mal sur ce qu'ils ont fait. Mais regarde, mais comme ils n'ont pas est mis pas l'enveloppe suffisant, globale qu'ils avaient promise, s'ils font ce qu'ils ont déjà fait là, et s'ils mettent l'enveloppe qu'il a promise, tu peux très bien avoir un bon attaquant. Mais pour l'instant, on va dire, il est dans les temps par rapport à ce qu'il a promis en termes d'argent. Le truc, c'est, moi je rejoins un peu Christophe, tu vas chercher un joueur qui a plus de 30 ans déjà, ça veut dire qu'il a plus de valeur marchande, tu pourras pas le revendre. Tu l'achètes quand même relativement cher, il a un salaire qui est aussi conséquent. Marseille n'est pas une finalité en soi. Au mercato de l'hiver dernier, j'ai pas été compris quand j'ai dit ça. Non, mais au niveau stratégique, même Hérault lui-même a dit que je me trompais là-dessus. Pour moi, le recrutement de Payet était dans la stratégie globale. Je ne parlais pas du joueur. Stratégie du global incompréhensible. De même que l'arrivée d'Evra. Donc, écoute. Non, je mets pas ça sur le même plan. C'est pas le même prix. Sportivement, pas du tout. Merci en tout cas Christophe de nous avoir appelé au 32-16. Bonne soirée Christophe. Moi, je parlais de globalité, moi, aussi bien sportif que stratégie économique, ce que ça représente en salaire, faire venir le mec. Evra, c'est une faute. Alors que Payet, c'est un coût qui peut être sportivement intéressant. Evra, c'est une faute. Mais qui peut être financièrement. Je vois pas comment sportivement ça va être intéressant, sachant que ça te bloque pour le recrutement d'autres mecs et que donc sportivement, l'ensemble est baissé par l'arrivée de ce gars qui t'a pris une grosse partie de ton enveloppe. Je mets néanmoins Evra dans un cas encore différent. De toute façon, il te prend quand même une place, le mec. Il te bloque quelque part aussi une place là sur le terrain parce qu'ils vont pas oser tout le temps le mettre sur le banc de touche. Voilà, je pense que c'est cramé là. Encore que là, ce soir, il peut dire regardez, je suis pas là, vous avez pris une valise. Donc, c'est vrai. On peut même être fou et dire qu'il a manqué. Je vais te dire un truc. Il faut parler de Monaco parce que c'est quand même. Daniel, je vais te dire un truc. Malgré tout, autant sur le terrain, Evra, il ne sert plus à rien. Mais dans un match comme ça, à 0-2, oui, peut-être qu'effectivement, il a manqué. Il a manqué sur le terrain parce qu'il y avait plus. Il y a personne. Personne ne parle. En équipe de muets. En tout cas, on se demandait ce que pensaient les supporters de Marseille au sujet de Rudy Garcia. Il y a un autre avis qui est tombé sur le hashtag RMC Live. C'est Bintélé qui nous dit: j'étais un défenseur de Garcia, mais ce soir, c'est la goutte d'eau. Voilà, pas mal de supporters qui sont dépités. Choukri, supporter de l'OM, nous a appelé au 32-16. Salut Choukri. Salut Choukri. Salut messieurs, bonsoir, salut l'after. T'es content toi ce soir, Choukri? Alors moi j'ai le cœur lourd, écoutez, moi j'ai vraiment le cœur lourd ce soir. C'est plus que la goutte d'eau qui a débordé le vase et je suis catastrophé, c'est-à-dire que j'ai le cœur plein. C'est trop, la souffrance. On souffre depuis de nombreuses années. J'en ai marre, je subis les matchs. Je prends plus de plaisir, c'est catastrophique. T'as Neymar et Mbappé au PSG, tu prends 6-1 à Monaco. Comment tu vis ton été? Déjà, il y a ça aussi, c'est vrai, qui est pesant en tant que supporter marseillais. On voit Neymar au Paris Saint-Germain, c'est dur, on souffre. C'est qu'un champion projet. On parle de l'Olympique de Marseille. Le seul club français à avoir remporté la Ligue des Champions. Et qu'est-ce qu'on nous met? Je vois des Hugo Kahn, des Rolando, c'est plus possible. C'est pas possible. C'est pas possible. On nous a vendu du rêve. McCourt, il est venu, nous a dit on va gagner la Ligue des Champions. Mais on va gagner quoi? On va gagner quoi? Si on gagne la Coupe de la Ligue, c'est déjà bien. Mais avec cette équipe-là, on va gagner quoi? La Coupe de la Ligue des Champions. Non, mais on se fait encore enfumer. Voilà. On s'est fait encore enfumer. Avec Amigo, on s'est fait enfumer. Les seuls bons moments qui me restent, de temps en temps, je me remets un peu des DVD, c'est quand il y avait Deschamps en 2010.
Voilà. Mais sinon, Attends, on a un c'est que de truc la pour toi, souffrance. Choukri, qui va Voilà. te mettre du baume au cœur ou pas d'ailleurs. Il y a Rudy Garcia en conférence de presse là. Ah oui. À l'instant, on va l'écouter, Rudy Garcia, sa réaction. On rappelle que l'ASM s'est imposé face à Marseille ce soir. 6-1, affiche de la 4e journée de Ligue 1. Et pour l'instant, on était plutôt efficace défensivement. Oh Je là. pense qu'on doit être plus efficace Oh bah. aussi offensivement, parce qu'on en a beaucoup des coups de pied arrêtés. Mais ce soir, on a été défaillants. Voilà, on a été défaillants. L'arbitre. Et même s'il y avait quelques nouveaux joueurs dans l'équipe ce soir, c'est des choses qu'on travaille. Et quand on décroche comme ça les uns après les autres en zone, bah, on s'expose à la qualité de frappe des tireurs de Monaco et la qualité des joueurs dans la surface, quoi. Voilà. Mais non, il n'y a aucune ironie. J'assume. Voilà. On a vu l'équipe de la deuxième période qui était capable de bien mieux figurer dans un jeu qui est plus le nôtre. Même si j'aurais aimé qu'on gagne la deuxième période et on l'a perdu. Et ça c'est embêtant parce que le but c'était de faire preuve de fierté, d'amour-propre à la mi-temps. On a fait une deuxième période bien meilleure, mais on a encore pris un penalty. On a été d'une naïveté terrible. Et puis, même si le premier penalty, pour moi, il y est pas, mais franchement, quand on prend 6-1, on dit juste que c'est de notre faute et de la faute de personne d'autre, quoi. Ça me paraît logique. La réaction de Rudy Garcia en direct qui est en conférence de presse. On vous rappelle le résultat de la soirée. Marseille s'est incliné à Monaco, 6-1. Ouais, 6-1. Il y a aussi du volley ce soir, championnat d'Europe de volley. France-Pays-Bas, c'est en Pologne que ça se joue. Les Français qui étaient menés tout à l'heure face aux Néerlandais. Timothée Mémon, est-ce que ça va mieux pour les Bleus? Oh, que c'est dur, Toi, c'est tu vas pas dur, te coucher mais ce soir. ça va mieux. Ouais, je vais pas me coucher, ça c'est à peu près certain. Égalisation, 2-7 partout. Il a fallu aller jusqu'au 30e point, 30-28 dans le 4e set. Il y aura donc un jeu décisif, 15 points pour l'emporter. 15 points, on le rappelle, pour l'enjeu suivant, se qualifier pour les barrages qui permettent d'accéder au quart de finale. La France étant inclinée lors du premier match face à la Belgique, eh bien les Français doivent à minima en remporter l'un des deux matchs qui leur reste à jouer. Aujourd'hui contre les Pays-Bas dans l'idéal, demain contre la Turquie potentiellement. En tout cas pour le moment, l'équipe de France a encore une petite chance eh bien, de se qualifier pour ces barrages de 7 partout. Le tie-break va commencer. Merci Timothée. Choukri, t'es encore Oui. là, Choukri? T'es toujours là? Oui, hein? Allez, le mot de la Pas de fin. bêtises, Choukri. Le mot de la fin, Choukri, t'es au bord du gouffre là. Un dernier Le mot. mot de la fin, mais qu'est-ce que je vous dis? Mais c'est le Marseille, c'est nos passions. On se lève le matin, nous, c'est notre vie. On a que ça, quoi. Je veux dire, mais malheureusement, je vais cauchemarder sur le Bocan, je vais faire des cauchemars sur Orlando. Je suis pas bien, quoi. Ça manque de sucre. Voilà. Bon, allez, on Pas bien. t'embrasse. hein. On t'embrasse. Fais pas de conneries, Choukri. Hein. Nous, on t'aime, on Non, pense à toi. J'en ferai pas, mais bon, c'est dur. On est marre au PSG, catastrophique. C'est dur. Allez, bonne soirée, Choukri. Courage, mon gars. Bonne saison à toi. Merci. De nous avoir appelé au 32-16, Choukri. On va se faire une petite pause. On va revenir dans quelques instants. Tu voulais débriefer quand même le match de Monaco, qui est quand même le grand vainqueur. Il faut qu'on parle de Monaco. Et on va le faire. Après la pause, il faut vraiment qu'on parle de Monaco. Et on va le faire. Avec Flo Gautreau et Daniel Riolo qui vous attendent. On vous retrouve juste après ça.